Bonjour tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Mais avant que la vidéo commence les amis, j'aimerais juste vous dire quelques petits mots car comme vous savez en ce moment YouTube bug énormément et vous êtes plus de 300 000 abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie d'ailleurs énormément, mais il y a beaucoup de mes abonnés qui ne reçoivent pas des notifications quand je sors des vidéos. Et ça fait longtemps que YouTube a enlevé les notifications. Alors, je vous invite sincèrement de cliquer sur la cloche et bien sûr cocher où c'est marqué m'envoyer toutes les informations par rapport à cette chaîne. Comme ça, vous serez au courant à chaque fois que je sors des vidéos. Pourtant, j'en ai sorti plein, mais beaucoup d'entre vous ont raté les vidéos et ça serait vraiment dommage de ne pas les regarder. Sur ce, les amis, je compte vraiment sur vos partages et sur vos nombres de j'aime dans cette vidéo. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. C'est une histoire complètement incroyable que celle de cet homme et de son fils que l'on pourrait appeler le vrai Tarzan, qu'ils ont vécu plus de 40 ans isolés du monde extérieur. Cette histoire les amis démarre il y a plus de 40 ans, c'est-à-dire plus ou moins en 1973, durant la guerre du Vietnam. Au 20 ans et son fils, un nourrisson de 2 ans, s'enfuit dans la forêt alors qu'une bombe a éclaté dans sa maison tuant sa femme et ses 2 autres enfants. Depuis, personne ne les avait revus, pensant qu'ils n'avaient pu survivre dans la jungle. Mais en 2013, 2 villageois de Dietrich Taitara se sont aventurés profondément dans la forêt en cherchant du bois et ont remarqué une curieuse cabane en forme de nid d'oiseau dans une clairière près d'un ruisseau. En investiguant, ils ont découvert 2 hommes, un vieillard de 82 ans qui parlait le dialecte de l'ethnie Kor et son fils de 41 ans habillé d'un panier d'écorce d'arbres qui ne parlait que quelques mots. L'intervention des autorités identifiera ces 2 hommes comme Ovan Tran et Ovan Lang. Après plusieurs enquêtes, Ovan Tri, le fils cadet du Tran qui avait échappé à la bombe, aurait retrouvé les 2 hommes il y a plus de 20 ans dans la jungle, mais n'aurait pas réussi à les convaincre de revenir à la civilisation. Bien qu'il leur ait régulièrement apporté des vivres comme du sel ou de l'huile, ils ne l'ont jamais accepté. Les 2 Tarzans ont vécu de manioc, de maïs, de baies et ont cultivé un champ de canne à sucre près de leur cabane. Ils ont fabriqué leurs propres armes comme du couteau, des haches, des arcs à flèches pour la chasse. Pour les vêtements, ils ont utilisé les écorces d'arbres. Le retour à la pseudo-civilisation est très difficile pour eux. Et même si le fils cadet prend soin de sa famille au village Trakem, il espère repartir dans leur cabane dans la jungle où ils ont vécu à 6 mètres de haut à l'abri des bêtes sauvages. Ils sont pour le coup en espèce de liberté surveillée et des efforts sont réalisés pour les réintégrer dans la société. L'histoire de ce bambin devenu un homme n'est pas sans rappeler celle du mythique Tarzan. Sigiriya, aussi appelé le rocher du lion, est sans conteste l'une des merveilles de Sri Lanka. Ce fut d'ailleurs pendant plusieurs années la capitale de Ceylan. Certes, le Sri Lanka a vu défiler les capitales dont Anuradhapura et Kandy jusqu'à l'actuelle capitale Colombo. Mais Sigiriya est bien plus qu'une simple ville. Rêvée comme une forteresse imprenable par un souverain apeuré, sa démesure n'a d'égal que son caractère exceptionnel. Situé en plein centre du Sri Lanka, à 160 km de Colombo, Sigiriya a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et a été restauré partiellement depuis le milieu du XVIIIe siècle par les autorités sri-lankaises. C'est un passage obligé lors d'un circuit au Sri Lanka. On retrouve néanmoins toujours l'âme de Sigiriya et on peut imaginer la grandeur passée de ses chefs-d'œuvre techniques et architecturales. Sigiriya reste mystérieux et de son passé antique on sait assez peu de choses. En effet, les premiers récits datant du 7e siècle, époque à laquelle Sigiriya devint la capitale de Sri Lanka. Néanmoins, des signes ont été observés dans une grotte démontrant que cet endroit exceptionnel était déjà habité avant l'installation du souverain sri-lankais et de sa cour. Les amis, quand on vous parle de fleurs, à quoi pensez-vous sérieusement? À des tulipes, des roses ou encore les petites pâquerettes qui jonchent les pelouses? Rien d'étonnant à cela. Et ben pourtant, il existe des fleurs beaucoup plus extraordinaires que celles-ci, des fleurs présentant des caractéristiques hors du commun, et c'est le cas de Rafflesia arnoldi. Cette plante se trouve dans les forêts humides de l'Indonésie, de la Malaisie et du sud de la Thaïlande et doit sa célébrité à la taille record de sa fleur.
En effet, la Rafflesia arnoldi, les amis, produit tout simplement la plus grande fleur simple du monde, avec un diamètre atteignant souvent le mètre et un poids pouvant dépasser le 10 kg. La plante, qui appartient à la famille de Rafflesiaceae, ne possède ni tige, ni feuilles et même pas de racines, mais tout simplement une gigantesque fleur rouge ocre qui présente une symétrie radiale à 5 pétales cloqués de pustules crémeuses. Ne possédant pas de chlorophylle, cette plante, les amis, ne réalise pas de photosynthèse. Mais alors, sans feuilles et sans racines, comment fait-elle pour survivre et se développer? C'est là la question. Eh bien la réponse est simple, les amis. La Rafflesia arnoldi est ce qu'on appelle un holoparasite, c'est-à-dire une plante qui va en parasiter une autre pour obtenir des matières organiques, comme de l'eau et des sels minéraux. La plante est spécifiquement connue pour parasiter les tétrastigmas, des vignes ligneuses présentes dans les régions tropicales. Une fois son hôte trouvé, la Rafflesia arnoldi va s'insérer dans ces tissus et résider par le biais de filaments internes. Tant que la floraison n'a pas démarré, la présence de la plante parasite est insoupçonnable. Les vignes paraissent normales, mais dès que la plante est prête, généralement après 1 à 2 ans de développement, un bouton floral se forme et va émerger des tissus de la plante parasitée. Et à part sa taille impressionnante, les amis, la Rafflesia arnoldi présente une autre caractéristique notable, une forte odeur de viande pourrie, qui lui vaut parfois le surnom de fleur cadavre. Cette odeur provient du disque corollaire qui libère des grandes quantités de phéromones afin d'attirer les mouches. Ces derniers vont alors se charger de la pollinisation des fleurs. À l'heure actuelle, on ignore combien de Rafflesia arnoldi persistent à l'échelle mondiale. Néanmoins, les spécialistes estiment que les chiffres sont en déclin en raison de la destruction des forêts primaires qui progressent en Asie du Sud-Est. Un phénomène qui pousse à considérer l'espèce comme en danger, mais Rafflesia arnoldi n'est pas inscrite sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les mystères ne manquent pas dans le domaine de l'archéologie et celui-ci a longtemps intrigué les spécialistes. D'où peuvent bien provenir les énormes sphères de pierre trouvées au Costa Rica? Si la perfection de leur forme en a fait fantasmer beaucoup, les archéologues sont formels. La réponse est non. Les extraterrestres n'en ont rien à voir avec ces sphères. Les premières sphères ont été découvertes dans les années 1930 lors de défrichages menés dans la jungle. À cette époque, la soif mythique de l'or poussait certains ouvriers à aller jusqu'à dynamiter les boules pour découvrir leur contenu. Malheureusement, leurs espoirs n'ont jamais été récompensés. Aujourd'hui, plus de 300 sphères ont été découvertes dans le sud de Costa Rica, posées dans la forêt, voire enterrées. Elles sont de tailles diverses avec de diamètres allant de 7 cm à 2,50 m. Les finitions varient aussi d'une sphère à une autre. Des sphères avec de lourdes gravures ont été découvertes alors que d'autres sont minutieusement polies. La majorité d'entre elles ont été réalisées en taillant des blocs de gabbros, une roche magmatique. La taille se faisait en partie ou totalement près du site d'extraction avant que les sphères ne soient déplacées. Le trajet estimé par les archéologues pouvait aller de 3 à 9 km. Après plusieurs années, leurs recherches ont permis d'élier ces boules de pierre à l'ancienne culture d'Iki qui prospérait de 700 ans à 1500 ans après Jésus-Christ. Les plus vieilles sphères, cependant, remonteraient à 300 ans après Jésus-Christ. Des sphères ont ainsi été créées dans la région pendant plus de 1000 ans. Les scientifiques pensent que la région a connu à cette époque un important changement dans l'organisation hiérarchique. Quelques tribus éparses se seraient regroupées sans une organisation sociale plus complexe, donnant naissance à la culture d'Iki. La production des boules est alors devenue intensive avec ce regroupement des forces de travail. Mais pourquoi ces sphères étaient-elles fabriquées? Quelle était leur fonction? Il reste très peu de traces de la culture d'Iki. Aussi pour l'heure, l'essence de ces sphères demeure un véritable mystère qui pourrait bien ne jamais être percé. Il y a plus d'un demi-siècle, au cœur des jungles de Guatemala, une tête de pierre gigantesque a été découverte. Le visage avait des traits fins, des lèvres minces et un gros nez, et son visage était dirigé vers le ciel. Étonnamment, le visage possédait des traits caucasiens qui ne sont pas compatibles avec l'une des races préhispaniques d'Amérique. La découverte a rapidement attiré l'attention, mais tout aussi rapidement elle a glissé dans les pages de l'histoire oubliée.
Des nouvelles de la découverte sont apparues lorsque le docteur Oscar Rafael Padilla Lara, docteur en philosophie, avocat et notaire, a reçu une photographie de la tête en 1987 avec une description disant que la photographie a été prise dans les années 1950 par les propriétaires du terrain où la tête avait été trouvée et que c'était situé quelque part dans les jungles de Guatemala. La photographie et l'histoire ont été imprimées dans un petit article dans les bulletins d'information Ancien Skis, qui a été repéré et lu par l'explorateur et auteur bien connu David Hatcher, qui a cherché à en savoir plus sur la mystérieuse tête de pierre. Il a traqué le docteur Padilla, qui avait déclaré avoir trouvé les propriétaires du terrain, la famille Biener, sur lequel le monolithe a été trouvé. Le site était à 10 km d'un petit village à la Democracia dans le sud de Guatemala. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de la partager un maximum, de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une petite nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.